Bonjour et bienvenue, c'est Darius de APDK, Astronomie pratique par DK. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'intéresser à la quatrième lune galiléenne. Donc en fait la quatrième lune de Jupiter découverte par Galilée. Et donc c'était en 1610 et il a pu faire cette observation avec sa petite lunette astronomique. Donc autant dire que n'importe quel débutant en astronomie peut l'observer facilement avec soit des jumelles, soit une lunette astronomique, soit un petit télescope. Et l'observation de cet astre n'est pas sans intérêt, puisque comme les trois autres lunes, elles forment voilà, toutes les quatre un petit balai autour de Jupiter. Et donc, même en l'espace de quelques heures, on peut déjà les voir bouger les unes par rapport aux autres et par rapport à Jupiter. Qui plus est, de temps en temps, il y a des occultations, quand ces lunes passent derrière Jupiter. Et il y a même des phénomènes d'éclipse quand elles passent devant le disque de Jupiter. Et donc là, elles projettent leur ombre sur la surface de Jupiter. Il y a plein de choses intéressantes à découvrir en faisant des observations de ces différentes lunes. Alors, que dire de plus sur Callisto? Déjà, c'est une lune qui est vraiment très grosse. Si on compare à notre lune, donc la lune terrestre, enfin celle qui tourne autour de la Terre, on voit bien qu'elle est quand même sensiblement plus grosse. Et pour cause, Callisto est la troisième plus grosse lune du système solaire, après Ganymède et Titan. Donc Ganymède, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est la troisième lune galiléenne de Jupiter, et Titan, c'est la plus grosse lune de Saturne. Donc voilà, elle appartient au top 3 des plus grosses lunes du système solaire. Alors, si on la compare aux autres lunes galiléennes, on remarque tout de suite qu'elle est beaucoup plus sombre. Et pour cause, autant Europe a l'albédo la plus forte du système solaire, donc avec une albédo de 0,67, ce qui veut dire qu'elle réfléchit 67% de la lumière reçue, et Callisto ne réfléchit que 20%, ce qui est très peu. Et on fait un astre assez sombre. Mais bon, rassurez-vous, dans une lunette ou dans un télescope, on la voit très bien, et même aux jumelles. Au niveau de sa composition, elle est faite de 50% d'eau et 50% de matière rocheuse. Donc essentiellement des silicates qui contiennent un petit peu de fer. Donc contrairement à Ganymède, elle n'a pas de noyau ferreux en fusion. Mais, tout comme Ganymède et Europe, elle a quand même un océan qui se cache sous sa épaisse croûte de glace. Alors comment on sait qu'elle a de la glace en surface? Puisque donc voilà, elle n'est pas très lumineuse. Donc au premier abord, on pourrait se dire, bah non, elle a une surface quelconque, enfin de matière rocheuse. Mais non, non, si on regarde bien, tous les impacts, tous les cratères d'impact sont avec des traces blanches. Et donc ça montre bien que elle est constituée majoritairement à 50% d'eau. Et une bonne partie de cette eau est congelée, aussi bien en surface que autour du noyau. Et contrairement aux autres lunes, Io, Europe et Ganymède sont en résonance les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire que pendant que Ganymède fait un tour de Jupiter, Europe en fait deux et Io en fait quatre. Alors que donc Callisto, elle avance à son petit rythme et elle n'a pas cette synchronisation avec les trois autres lunes. Et du coup, c'est une synchronisation qui génère des phénomènes de marée et qui réchauffe ces trois lunes. Et on n'a pas ce phénomène sur Callisto. Mais il n'empêche que sous sa épaisse croûte de glace, il y a quand même un océan d'eau salée, liquide. Et elle a même une toute petite atmosphère. Donc là encore, on trouvera du dioxyde de carbone et de l'oxygène moléculaire. Donc voilà un petit peu pour ce qu'il en est de sa composition. Et enfin, dernière caractéristique, si elle est si sombre, c'est parce que donc elle a reçu pas mal d'impacts de météorites et d'astéroïdes, et du coup, sa surface, elle est recouverte d'une multitude de cratères.
Donc il y en a tellement que elle est pratiquement saturée de cratères, d'impact. Et il y en a même un qui est phénoménal. Donc c'est ce cratère-là. Donc c'est le Valhalla cratère. Et comme on peut voir, il recouvre, enfin voilà, la croûte de glace a été bien brisée et ce qui a fait ces différents cercles concentriques autour du cratère. Voilà, voilà. Donc, c'en est fini de cette vidéo. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Du coup, aussi, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. A plus, ciao!